Bonjour, merci à vous de votre présence. Il est 10 heures pile. Merci pour votre ponctualité. On va attendre quelques minutes avant de commencer pour laisser le temps à tout le monde d'arriver. Bonjour, Monsieur Marzin, Samson Agro Pichon. Bonjour, Bonjour. Bonjour. Bonjour, RS Bretagne. bonjour. Bonjour. Bonjour, Barbeau, Chambre d'agriculture d'Alsace à Strasbourg. Bonjour aussi. Bonjour. Bonjour, Fiona Aubrio, LDR. Bonjour. Bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour. Bonjour Olivier Bonjour. aussi. Bonjour. Bon, je vois qu'on arrive à... Mm. Le nombre de participants ralentit un petit peu, donc peut-être pas tarder à démarrer. Oui, on va démarrer et On puis commence et puis ça fera qui venir le reste des personnes. Oui. Alors, merci à tous de votre présence. Comme l'a indiqué Charlotte, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure du webinaire dans l'onglet Q&R, questions-réponses. Et puis, on y répondra à la fin de la présentation. Mais en tout cas, vous pouvez réserver cet espace pour toutes vos questions qui vous viendraient au fur et à mesure. Voilà, si quelqu'un a un souci, n'hésitez pas à le dire tout de suite pour y accéder. Il y a bien QR et conversation. Mais voilà, les questions sont donc prévues dans QR. C'est bon pour tout le monde. Donc, on vous remercie d'être présents ce matin et donc on va commencer la présentation. Donc ce matin, le but, c'est de présenter la restitution du projet LIFE-ABA qu'on a mené entre septembre 2021 et septembre 2025. Donc AirBraze, l'Observatoire de sciences de la qualité de l'air en Bretagne et la Chambre d'agriculture de Bretagne. Donc ce projet, il avait comme objectif de réduire les émissions d'ammoniac d'origine agricole et d'améliorer la qualité de l'air. Donc pourquoi on travaille sur l'ammoniac et pourquoi l'ammoniac est problématique? Donc l'ammoniac, il est principalement émis par les activités agricoles, que ce soit en Europe ou en France. En Bretagne, l'agriculture est à l'origine de 98% des rejets d'ammoniac. Et Colin Grill n'entend pas, Léna, je ne sais pas si... Ah. Tout le monde nous entend, hein, sinon il n'y a pas d'autres problèmes, mais je m'arrête. Oui, on t'entend bien, pas de problème. Ok. Bon, bah, je vais continuer. J'espère que ça va se régler pour lui.
Donc voilà, en Bretagne, donc 98% des rejets d'ammoniac issus de l'agriculture et la Bretagne, de par beaucoup d'élevage et une région donc très agricole, c'est la principale région émissive d'ammoniac en France, avec jusqu'en 2020 des émissions relativement constantes, contrairement donc à d'autres polluants atmosphériques qui ont tendance à diminuer depuis une vingtaine d'années. Et pourquoi l'ammoniac est problématique dans l'air extérieur? C'est principalement parce que c'est un précurseur de particules fines, en plus du fait qu'il puisse avoir des effets néfastes sur la végétation. Mais en tant que tel, dans l'air extérieur, il n'est pas toxique lui-même, il a des concentrations assez faibles pour ne pas être toxique dans l'air extérieur. Comme il est précurseur de particules fines en réagissant avec d'autres composés gazeux, il va former ce qu'on appelle des particules fines secondaires qui, elles, sont problématiques pour la santé, comme vous avez déjà dû l'entendre. Et donc, l'Union européenne, et c'est repris dans le droit français, a fixé à la France de réduire ses émissions d'ammoniac de 13% à l'horizon 2030 par rapport aux émissions de 2005. Pour les PM2,5, à titre d'information, c'est de 57%. Sachant que bien sûr les particules fines, elles peuvent venir, de l'agriculture, mais aussi de toute une, diversité d'autres sources dont je vous parlerai plus tard. Donc il y a donc un travail à mener, pour atteindre, ces objectifs en France, puisque, comme je vous le disais, les émissions étaient relativement constantes jusqu'à 2020. Et on a commencé à observer une diminution des émissions à partir de 2020. Donc en Bretagne, entre 2008, le début de nos inventaires des émissions, et 2022, les émissions, elles ont diminué de 11%. Donc on est aujourd'hui sur une bonne tendance, mais il faut poursuivre le travail. Alors, avant de commencer, vraiment à rentrer dans le vif des résultats, je voulais juste rappeler, 2 notions importantes en qualité de l'air pour ceux, dont c'est pas la spécialité, qui sont donc les notions d'inventaire et donc d'inventaire des émissions et de concentration, dans l'air. Donc, c'est 2 activités qu'on a au sein, donc des associations de sciences de la qualité de l'air. Donc les inventaires des émissions, c'est vraiment des calculs théoriques qui se font, sur ordinateur et qui permettent une description spatiale et temporelle des rejets de polluants dans l'atmosphère sur un territoire donné. Donc nous, chez Airbraze, on va calculer les émissions pour chaque polluant et pour chaque secteur qui peuvent émettre des polluants, donc l'industrie, les déchets, le transport, l'agriculture, par exemple. Et ensuite, en fait, une fois que ces polluants sont émis dans l'atmosphère, ils vont être dispersés par différents paramètres, tels que les conditions météo, la distance des sources de pollution, la topographie. Et ensuite, on va mesurer à l'aide de nos stations de mesure, finalement, la concentration de polluants que l'on retrouve, donc par mètre cube d'air. Et là, on va avoir une image de l'exposition de la population à la pollution. Donc ces concentrations, on les obtient donc via notre réseau de mesure qui sont, on a un réseau de mesure, réparti sur l'ensemble de la Bretagne pour l'ensemble des polluants, qu'on doit mesurer. Donc voilà, on a vraiment 2 notions différentes, et dans la présentation de ce matin, on vous parlera autant des travaux qui ont été faits sur les inventaires des émissions d'ammoniac que sur le réseau de mesure qu'on a mis en place, dans le cadre du projet. Donc au niveau, des émissions d'ammoniac agricoles, on a une répartition, voilà, les émissions se font un petit peu sur toute la chaîne de production, et on a donc là, ce sont les chiffres, au niveau Bretagne, des émissions qui sont aussi bien en bâtiment et au stockage, à hauteur de presque 50%, également au pâturage, même si c'est, moindre, et à peu près la même, chose qu'au bâtiment et au stockage, mais à l'épandage. Cette information, elle nous permet de mettre en avant le fait qu'il faut travailler donc sur toute la chaîne de production pour pouvoir réduire, efficacement les émissions d'ammoniac, en général. Et donc dans le projet, LIFE-ABA, l'approche qu'on a eue, donc en plus de faire ce partenariat entre, donc Airbraze et la chambre d'agriculture, afin de réunir donc les professionnels de l'agriculture, mais également de l'assurance de la qualité de l'air, ça a été de rassembler en fait, l'ensemble des acteurs agricoles, dans le sens de ne pas travailler qu'avec les agriculteurs, individuels, mais aussi avec leurs collaborateurs qui sont les entreprises de travaux agricoles, donc les ETA, et également en fait les groupements d'agriculteurs, donc les CUMA, les coopératives d'utilisation de matériel agricole. Des agriculteurs qui rassemblent qui travaillent ensemble pour acheter, par exemple, investir dans du matériel.
Et également, la théorie qu'on a sur ce projet, c'est qu'en fait, c'est vraiment gagnant-gagnant. Aussi bien, voilà, les actions qu'on va préconiser aux agriculteurs vont être favorables à améliorer la qualité de l'air, mais vont être également favorables à au bon fonctionnement de leur exploitation et également à maintenir une bonne économie au sein de leur exploitation. Le projet, il s'est donc porté sur 4 ans et on a, une phase d'abord de développement d'outils qu'on va vous présenter. On les a mis en œuvre ensuite et ensuite l'un des objectifs, très importants du projet, c'était, une extension géographique, aussi bien au niveau régional, au niveau breton, mais aussi au niveau, d'autres régions, françaises, voilà, faire connaître nos outils. Je prends la main pour la suite. Donc, Léna Odos de la Chambre d'agriculture de Bretagne. Le projet il s'est basé sur un territoire pilote à l'ouest de Brest, donc la pointe nord du Finistère, sur une vingtaine de communes sur le Pays d'Iroise Communauté et Brest Métropole. Sur ce territoire, on a une diversité d'élevages avec quand même une dominante d'élevage en bovin-lait et porc par rapport au reste de la Bretagne. On a moins d'élevage avicole. C'est un secteur avec des émissions d'ammoniac qui étaient un peu plus importantes que sur le reste de la Bretagne, là, comme on le voit sur la carte, des émissions qui vient de l'inventaire des émissions d'Airbrace. Et un des choix qui a fait qu'on s'est basé sur ce territoire pilote, c'était aussi qu'il y avait une vraie ambition des agriculteurs du secteur pour travailler sur la réduction des émissions d'ammoniac. Donc, je vais vous présenter la première action qu'on a menée dans le projet. C'était de rassembler un groupe d'agriculteurs qu'on appelait le groupe pionnier, donc d'agriculteurs, mais aussi de CUMA et de TA. On a rassemblé donc une vingtaine d'agriculteurs qui représentaient 7 CUMA différentes et il y avait 2 ETA qui faisaient partie aussi du groupe. Une des premières actions qui a été menée, c'était d'estimer les émissions d'ammoniac sur les exploitations, donc à l'aide d'outils de diagnostic environnementaux qui existaient déjà, donc par exemple les outils CAP2ER et JIP développés par l'IDEL et l'IEFIP qui permettent d'estimer l'impact environnemental des exploitations dont les émissions d'ammoniac. Et on a aussi utilisé AgriVisionnaire qui a été développé dans le cadre du projet, qui va plutôt s'intéresser aux émissions au champ. Donc, ces diagnostics, ils nous ont permis de faire un état des lieux des émissions d'ammoniac de chaque ferme du groupe et de travailler à l'échelle individuelle avec les agriculteurs pour identifier les leviers de réduction des émissions d'ammoniac les plus adaptés et de mettre en place des plans d'action avec eux. Donc là, je prends l'exemple du travail qui a été mené avec les éleveurs bovins du groupe pionnier. Donc à droite, sur le schéma de droite, vous voyez les leviers qui ont été identifiés pour réduire les émissions d'ammoniac. Et le chiffre, c'est le nombre d'agriculteurs qui ont choisi ces leviers-là pour réduire leurs émissions dans leur plan d'action. Donc, il y avait 2 grandes stratégies qui ont été identifiées, soit réduire les apports d'azote au système, donc par exemple sur l'équilibre de l'alimentation des animaux, sur l'augmentation du pâturage, soit de réduire les pertes d'azote, donc par exemple couvrir les fosses alisiers, utiliser du matériel d'épandage peu émissif. Et ensuite, on a refait tourner donc les outils, les diagnostics avec mise en place de ces plans d'action. Et on a vu que ça permettait de réduire en moyenne par ferme de 12% leurs émissions d'ammoniac. Donc là, ce que ça a mis en avant, c'est que cette approche individuelle et personnalisée, cette approche individuelle, elle permettait d'identifier des stratégies personnalisées pour chaque agriculteur pour réduire ses émissions d'ammoniac. On a quand même identifié des leviers communs chez chaque agriculteur. Donc ça nous a permis d'aller agir sur une échelle plutôt collective, donc avec le groupe d'agriculteurs, mettant en place donc 3 principaux leviers qui étaient à la fois on avait une marge de progression sur les fermes du groupe et pour lesquelles les agriculteurs étaient prêts à s'investir. Donc l'optimisation de l'alimentation du troupeau, l'augmentation du temps passé au pâturage et la réduction du nombre d'animaux improductifs qui ne produisent pas de lait. Donc, ça nous a permis de mettre en place des groupes de travail spécifiques à ces 3 leviers-là. Donc, à la fois des apports théoriques, des visites, des apports techniques et des échanges de pratiques entre les agriculteurs sur ces sujets-là. À l'échelle collective, on a donc organisé plusieurs journées de travail sur des thématiques qui ont été identifiées par les agriculteurs tout au long du projet. Donc là, le tableau de droite détaille quelques questionnements qui ont été mis en avant par les agriculteurs pour lesquels on a proposé des actions. Donc, par exemple, un des questionnements qui avait été posé, c'était donc les agriculteurs
était plutôt convaincu du fait que le matériel d'épandage peu émissif permet de réduire les émissions d'ammoniac, mais il voulait savoir, enfin chiffrer en fait l'impact de cette baisse des émissions d'ammoniac sur la performance des cultures. Est-ce que le fait de réduire les pertes d'azote permet d'avoir derrière un meilleur rendement ou plus d'azote absorbé par la culture ensuite? Donc pour répondre à ce questionnement-là, par exemple, on a mis en place des plateformes expérimentales que je vous détaillerai un petit peu plus loin. Alors, je reprends la main sur le réseau de mesures qu'on a mis en place sur le territoire pilote, chez 3 agriculteurs du groupe Pionnier. Merci. Donc, ce réseau de mesures, il avait l'objectif donc d'améliorer les connaissances, de mieux connaître déjà le comportement de l'ammoniac dans l'atmosphère, sa dispersion, la variabilité spatio-temporelle, et également de mieux connaître donc la contribution de l'ammoniac à la formation de particules fines, donc les réactions chimiques entre ammoniac et d'autres gaz qui forment donc ce qu'on appelle du nitrate d'ammonium. Donc pour ça, on a mis en place 3 stations de mesure donc chez 3 agriculteurs. Donc on a nommé ici donc les sites nord, ouest et sud. Donc c'était, dans 2 exploitations bovines et l'exploitation, volaille dont a parlé Léna, précédemment. Et sur ces 3 points de mesure, on avait donc des mesures d'ammoniac en continu, des mesures de particules fines PM10, donc les particules de diamètre inférieur à 10 micromètres en continu également. On avait également une station météo sur l'un des 3 points et sur, l'un des 3 points, nous avions aussi des prélèvements de particules sur filtre afin en fait, a posteriori de faire une analyse au laboratoire et connaître ainsi la composition chimique des particules qui nous donne, une information sur l'origine des particules. Est-ce que ce sont, des embruns marins qui viennent de la mer? Est-ce que c'est, du nitrate d'ammonium, donc plutôt relié aux activités agricoles? Est-ce que ça vient du chauffage, du trafic routier? Et donc de cette manière, on peut aussi avoir une information sur, la contribution liée à l'ammoniac. Donc, je vais d'abord commencer par les résultats sur les concentrations, d'ammoniac que l'on a mesurées. Donc on mesure, des concentrations, plus élevées, sur les 3 sites du territoire par rapport, à nos niveaux de la station rurale de Kerghoff. Kerghoff, c'est notre station, rurale régionale qui est en Centre-Bretagne. Donc cette information-là, elle est cohérente avec ce qu'on attendait puisque on avait dû, pour, entre autres des raisons pratiques, se brancher, au niveau des exploitations, au cœur des exploitations. Donc on a beaucoup plus de sources d'ammoniac, que ça vienne des champs, du bâtiment, des zones de stockage que au niveau de notre station rurale. Donc là, on vous a affiché les comparaisons des maximums journaliers, donc entre le site de Kerghoff et les 3 sites du territoire pilote. Tu peux passer la suite, merci. On a également, observé une variation saisonnière, donc une variation saisonnière et une variation saisonnière qui n'est pas la même entre les sites, donc associée aux spécificités, des exploitations et de leur environnement proche. Si on prend le site nord, donc qui est en orange, rose, enfin désolée, les couleurs ne sont pas projetées exactement comme on les voit. Le site nord, non, je me suis surtout trompée, excusez-moi, dans mon code couleur. Le site nord est en vert sur le graphique. On a les concentrations les plus élevées au printemps, ce qui montre l'influence d'épandage de lisier et de fumier sur maïs. Et on a également sur ce site parfois mesuré l'influence d'une fosse à lisier non couverte qui n'était pas très loin de notre site de mesure. Après, sur le site ouest, donc qu'on a en orange sur le graphique, on observe, là par contre les concentrations les plus élevées à l'automne et on a, observé, donc là, ici, une influence plutôt des épandages qui se font sur prairies, qui sont plutôt autour de septembre-octobre. Donc une concordance avec ces activités et enfin le site sud, qui est en rose, lui, vous pouvez observer les niveaux les plus élevés, sur ce site, quelle que soit la saison et une variabilité qui nous a été plus difficile de trouver en lien avec une activité. On a supposé,
puisque ces niveaux étaient mesurés en lien avec donc, la présence d'une exploitation de volailles et également sur la même exploitation, une station de compostage qui est aussi émettrice d'ammoniac. Ce qui explique en fait ces niveaux les plus élevés, puisqu'en plus les fientes de volaille sont plus émettrices d'ammoniac que d'autres déjections. Donc on était certainement trop proche, en tout cas pour mesurer autre chose que cette activité. Et donc on n'a pas pu aller beaucoup plus finement dans l'exploitation sur ce site. Néanmoins, les concentrations qu'on mesure sont non toxiques pour la santé, même si, comme je disais, il existe un impact sur la végétation. Alors ici, je vous présente un petit zoom que j'ai fait donc en prenant l'exemple donc du site nord, donc l'un des sites exploitation bovine, avec la présentation des variations mensuelles. Donc on voit donc sur ce graphique qui court de mars 2023 à juin 2024 que sur les 2 printemps, on a des concentrations plus faibles en mars qu'en avril et en mai. On a tendance à savoir que les épandages reprenant à partir de fin février, on peut avoir des niveaux plus élevés en ammoniac à partir du mois de mars, ce qui ne s'observe ici aucun des 2 mois, ni 2023 ni 2024. Et cela, en fait, est en lien avec la météo, qui souvent vient beaucoup impacter finalement les niveaux qu'on peut mesurer. Ces 2 années-là, on avait une météo très pluvieuse durant les mois de mars, ce qui va avoir 2 conséquences. Déjà, au niveau des activités d'agriculteurs, plutôt un report des épandages à partir du mois d'avril, enfin en tout cas à partir du moment où la pluie se calme un petit peu. Et aussi au niveau des polluants, ça va plutôt avoir tendance à ce qu'on appelle faire un lessivage de l'atmosphère et donc en fait plaquer les polluants au sol et réduire les concentrations qu'on va mesurer dans l'air. On peut aussi observer ici des niveaux assez élevés au mois de septembre avec donc l'impact des épandages sur prairies qu'on voit également aussi sur notre site de Kerghoff, puisque même s'il est plus éloigné des sources, on peut toujours mesurer aussi certains impacts des activités agricoles sur ce site de Kerghoff. Donc, ce qu'on peut retenir de cette campagne de mesure d'ammoniac, c'est qu'on a vraiment une variation des concentrations en lien avec la typologie du site. Des niveaux plus faibles sur un site rural par rapport à un site qu'on va appeler agricole, mais également des concentrations en ammoniac qui varient donc entre les sites agricoles en lien avec les activités de l'exploitation et même autour, les activités aux alentours. Donc, je vais maintenant passer aux résultats des mesures sur les concentrations en PM10. Donc, de la même manière, là, on vous présente donc la comparaison cette fois des moyennes journalières, donc des concentrations en particules fines entre le site de Kerghoff et les 3 sites du projet. Ici, on voit des concentrations relativement proches, beaucoup moins donc de variabilité entre les sites du fait d'une diversité de sources en PM10. Il n'y a pas, comme l'ammoniac qui n'est quasiment émis que par l'agriculture. Pour les particules fines, comme je disais, il y a vraiment beaucoup de sources différentes. On observe quand même des niveaux un petit peu plus faibles sur le site rural de Kerghoff. On le a suspecté, enfin, on le vérifiera ensuite avec les résultats de la composition chimique, mais une moins grande présence de sel de mer, puisque Kerghoff est en centre-Bretagne et que là, on était à côté de Brest. Donc, ça provoque des niveaux plus faibles en PM10 en centre-Bretagne et des niveaux légèrement plus élevés sur le site sud, qui présentait aussi des niveaux plus élevés en ammoniac, puisque certainement dû à la station de compostage qui est aussi émettrice de particules. Donc, pour vous présenter en fait avant de vous présenter les résultats en nitrate d'ammonium, j'ai préféré d'abord présenter la composition globale de ce qu'on a retrouvé, la composition chimique globale de nos particules fines PM10, donc sur le site nord, une des exploitations bovines. Donc ce qu'on voit ici sur l'ensemble de la campagne, c'est qu'en moyenne, on avait 52% de sel marin, donc les embruns marins, communément appelés, et environ 50% donc des particules fines qui sont donc des sels de mer. Et ensuite, on retrouve aussi ce qu'on appelle des particules biogéniques qui sont en fait émises directement dans l'atmosphère par la végétation ou par le phytoplancton marin.
Ça, ce sont ce qu'on appelle des sources naturelles. Ensuite, ce qu'on appelle les sources anthropiques, donc liées aux activités humaines. On va avoir donc ce qui nous intéresse dans le cadre du projet, les aérosols inorganiques secondaires, donc ici à hauteur en moyenne de 9% sur donc environ un an de campagne. Donc c'est l'ammonium, le nitrate et le sulfate qui euh, sont en fait les particules de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium, donc issues de la réaction de l'ammoniac. On a après le trafic, donc ce sont particules dues à l'échappement et hors échappement, donc par exemple usure des pneus. Et puis la combustion de biomasse. Là, c'est principalement le chauffage au bois en hiver, mais aussi on inclut la combustion des déchets verts. Et enfin, on a ce qu'on appelle une source mixte, qui sont donc les poussières minérales, qui sont aussi bien liées au processus de remise en suspension de poussière par des activités anthropiques, par exemple les travaux de chantier ou le labour des champs, mais également sources naturelles, donc les poussières désertiques qu'on a quelquefois sur nos territoires. Donc, pour conclure sur cette composition chimique, on a 64% des particules fines PM10 mesurées sur le site Nord qui sont issues de sources naturelles et 18% qui ont une origine anthropique, donc trafic, combustion de biomasse ou agriculture. Les 9% de poussière minérale, je les ai donc ni mis dans la partie source naturelle ou anthropique, puisqu'on ne peut pas différencier la partie plutôt activité, labour des champs, chantier, ou la partie poussière désertique. Et donc maintenant, je vais faire un focus donc, sur le nitrate d'ammonium, puisqu'en fait, c'était la partie qui nous intéressait le plus dans le projet. Donc ici, on présente en haut, le graphique du haut, c'est le pourcentage de nitrate d'ammonium mesuré dans les particules fines PM10. Et en dessous, c'est les concentrations d'ammoniac et en nitrate d'ammonium, donc mesurées sur le site. Donc ce qu'on peut observer sur le graphique du haut, c'est qu'on a jusqu'à 47% des particules de PM10 qui sont des particules de nitrate d'ammonium. C'est la valeur maximale journalière qu'on a pu mesurer sur l'ensemble de la campagne, donc qui courait du printemps 23 à la fin du printemps 24. Cette valeur, elle est cohérente avec la période des épandages qui peuvent avoir lieu, comme on l'a vu aussi sur d'autres périodes. Hein. On a des épandages qui ont lieu aussi à l'automne, mais voilà, la plupart des épandages ont quand même lieu au printemps. Et c'est également cohérent avec les conditions météo du printemps qui sont favorables à la formation de nitrate d'ammonium, c'est-à-dire des températures qui commencent à être plus élevées que celles de l'hiver, mais qui ne sont pas non plus trop élevées. Le pourcentage de nitrate d'ammonium, on voit, vous pouvez observer qu'il est plus faible au printemps 2024. Au maximum, on est à 26% de nitrate d'ammonium dans les particules PM10. Là, c'est vraiment lié aux conditions météo qui étaient moins favorables à former du nitrate d'ammonium et à en déplacer, puisque les particules fines, elles ont un temps de séjour dans l'atmosphère qui peut être de l'ordre de quelques jours. Donc il faut savoir que ce nitrate d'ammonium, il est issu des activités sur le territoire pilote, mais il peut aussi venir d'autres régions. Et en l'occurrence, au printemps 2024, on avait très peu de vents du nord-est qui en général, sont présents au printemps et ramènent aussi des particules issues d'autres régions. Ce qu'on voit sur le graphique du dessous, c'est que les concentrations en nitrate d'ammonium, elles sont aussi généralement plus importantes lorsque les concentrations en ammoniac sont plus élevées. Au printemps 2024, ça ne se vérifie pas puisque justement, nous n'avons pas l'apport de nitrate d'ammonium qui pourrait venir d'ailleurs. Donc, ce qu'on peut en tout cas retenir sur ce volet-là, c'est qu'on a quand même une bonne corrélation entre les concentrations en nitrate d'ammonium et les concentrations en ammoniac. On a voilà, des maximums en nitrate d'ammonium qui sont aux mêmes saisons que les concentrations les plus importantes en ammoniac. Alors, une autre partie de notre projet, c'était plutôt sur les outils numériques. Donc, on sort du territoire pilote et nos activités en fait chez Airbrake qu'on mène également en parallèle de la mesure, qui sont donc les inventaires des émissions et la modélisation. Donc, je vais vous présenter une synthèse de ces travaux. Je reprends la main rapidement pour vous présenter le début de ce travail, donc qui était de faire des enquêtes du parc matériel breton, donc sur le matériel d'épandage en Bretagne. Donc on a réalisé ces enquêtes auprès des deux acteurs majoritaires de l'épandage, donc les entreprises de travaux agricoles et les CUMA. Donc
je vais vous présenter d'abord le travail qui a été mené auprès des ETA. Donc, on a interrogé 62 ETA en Bretagne, ce qui représentait 154 tonnes à lisier. Pour les caractéristiques des ETA, on avait une médiane de 30 clients par entreprise avec un maximum de 175 clients. Là, sur la carte, on vous présente donc la localisation des ETA qui ont été interrogés et les volumes épandus. Donc, c'est la taille du camembert correspond au volume épandu par ETA. Et on a réparti ce volume en fonction de la part de lisier de porc et de la part de lisier de bovin épandu par l'entreprise, qui étaient les deux types d'effluents liquides majoritaires épandus par les ETA. Donc on voit qu'à l'est de la Bretagne, on a plutôt une majorité de lisier de porc. Et quand on va vers l'ouest, soit on est sur 50-50, soit on va plus vers du lisier de bovin. Là, je vous présente la même chose, mais en répartissant les volumes épandus en fonction du type de matériel d'épandage utilisé. Donc à l'échelle globale sur le territoire, sur les ETA interrogés, on avait 48% des volumes totaux épandus qui sont épandus au pendillard, 40% à l'enfouisseur, donc les injecteurs à dents ou à disque, 8% avec des rampes à patins, et on avait 4% des volumes épandus qui étaient épandus à la buse. Si on regarde plus précisément selon les caractéristiques des ETA, on voit que les épandages à la buse, ils sont plutôt présents sur les ETA qui épandent des petits volumes. Et plus on a des gros volumes, plus on a une diversité de matériel d'épandage utilisé et plus on va vers des matériels d'épandage peu émissifs. Maintenant, on va regarder du côté des CUMA. Donc là, on a collaboré avec la Fédération régionale des CUMA de Bretagne pour réaliser ces enquêtes. Donc 167 CUMA ont été interrogés sur 306 CUMA recensés ayant une activité épandage en Bretagne. Ça représentait 381 tonnes à lisier. Donc là, on voit, on a les chiffres globaux sur toute la Bretagne. Donc on a 35% des volumes épandus qui sont épandus à la buse, 48% au pendillard, 2% à la rampe à patins et 14% à l'enfouisseur. Donc on voit que par rapport aux résultats des ETA, on a la buse qui est plus présente, voilà, plus de volume qui est épandu à la buse et un peu moins pour les enfouisseurs. Et sur l'ensemble de ces volumes, on a un tiers des volumes qui sont du lisier de porc et deux tiers plutôt du lisier de bovin. Si on fait un zoom sur le territoire pilote, donc il y a eu 19 CUMA qui ont été recensés sur notre territoire. Elles ont toutes été interrogées. Donc ça représente des volumes par CUMA allant de 2000 à 45 000 m3 par an épandus, avec une majorité de CUMA qui épand plutôt entre 15 à 30 000 m3 par an. Et là, on a les épandages à la buse qui étaient un peu plus présents que sur les chiffres Bretagne régionaux, avec à peu près 50% des volumes qui sont épandus à la buse, 30% au pendillard et 25% à l'enfouisseur. Et on a la même répartition en termes de type de lisier épandu, pour un tiers de volume avec du lisier de porc et deux tiers qui sont plutôt du lisier de bovin. Donc, ce travail mené par la Chambre d'agriculture, il a eu le mérite donc déjà de leur apporter des informations voilà, qu'on n'avait pas jusqu'alors. Donc déjà une amélioration des connaissances sur le parc de matériel. Et ça avait aussi un intérêt pour nous au niveau des inventaires des émissions, puisque dans nos inventaires, on a aujourd'hui une répartition théorique du type de matériel utilisé, faute de données disponibles. Et donc cette enquête, elle a permis en fait d'utiliser les données présentées par l'ENA en dernier, les données CUMA sur le territoire pilote exclusivement. On a pu recalculer les émissions en prenant en compte la répartition du type de matériel d'épandage utilisé, tel qu'il avait été renseigné par les CUMA. Donc on a pu créer la carte que vous pouvez voir sur cette slide, qui présente en fait un pourcentage de réduction des émissions d'ammoniac donc par commune, en prenant en compte le matériel d'épandage utilisé sur le territoire pilote par les CUMA essentiellement, et par rapport à la répartition théorique des matériels utilisés, donc sur notre inventaire 2020.
Et donc ici, sur cette carte, plus une commune est colorée en vert foncé et plus le taux de réduction des émissions d'ammoniac est important. Donc par exemple, représenté par le chiffre 1, on est sur la commune de Plouzané. On observe ici une réduction des émissions d'ammoniac de 40 à 50% en renseignant donc, le matériel d'épandage utilisé par les CUMA, donc plutôt que la répartition théorique. En revanche, au contraire, sur la commune de Plougonvélin, donc au niveau du chiffre 2, on a une réduction de seulement de 0 à 10% qui est observée. Donc ici, sur cette commune, on a une répartition théorique qui est certainement assez proche de ce qu'utilisent les CUMA sur cette commune, alors que sur la commune de Plouzané, on aurait tendance à voilà, être preneur d'informations, enfin voilà, ces informations réelles, elles sont très, très utiles puisqu'on voit en fait qu'on a des émissions qui sont plus faibles que ce que nous, on peut mesurer en n'ayant pas ces informations réelles. Donc ça nous a permis, cette prise en compte du matériel d'épandage réellement utilisé par les CUMA, de recalculer, voilà, c'est un travail exploratoire, hein, il n'est pas diffusé sur nos inventaires régionaux, mais de faire un premier travail d'exploration sur ce volet-là. Et ce travail va se poursuivre dans un projet en cours financé par l'ADEME dont on vous reparlera, qui s'appelle CREA, voilà, pour prendre en compte aussi les données ETA et puis pour essayer de faire ce travail sur d'autres territoires. En ce qui concerne donc la modélisation donc des concentrations d'ammoniac dans l'atmosphère, donc il faut savoir que comme l'ammoniac n'est pas réglementé dans l'air ambiant, il est réglementé qu'en termes d'émissions, mais pas en termes de concentration. Nos modèles de concentration d'ammoniac, ils existaient, mais ils n'étaient pas tellement valorisés jusqu'à présent. Et le projet LIFE-ABA a permis qu'un de mes collègues prenne du temps pour travailler, évaluer ces modèles, les comparer aux mesures de concentration d'ammoniac disponibles. Donc ça a été déjà un long travail de les évaluer et de les comparer. Et ensuite, la poursuite de ce travail, ça a été de se servir des mesures, comme c'est le cas pour tous les autres polluants, de se servir des données de mesure disponibles pour venir faire une correction des sorties de modèles et en fait, intégrer les mesures au modèle pour qu'il y ait en fait, qu'on fasse retourner le modèle et qu'il y ait une correction. C'est ce qu'on peut voir sur les 2 cartes du bas. Un exemple donc sur le mois de mars 2023 où on voit la Bretagne, les concentrations d'ammoniac modélisées. Voilà, il faut vraiment dire entre guillemets que c'est une carte brute. Il y avait rien qui était fait, avant qu'on s'y penche. Et une fois qu'on corrige les concentrations d'ammoniac issues du modèle avec l'aide de nos mesures, déployées sur le terrain, on a voilà, une carte qui est déjà petit peu plus précise, qui montre des différences selon les zones du territoire. Donc c'est vraiment un premier travail qui a permis d'être fait et qui va aussi se poursuivre puisque vous vous doutez bien, c'est pas, voilà, c'est pas juste insérer une fois des mesures. Le but, c'est d'avoir le plus de mesures possible sur le plus longtemps possible pour continuer en fait à faire tourner les modèles et toujours se caler aux mesures. Donc ce travail a pu démarrer avec ABBA et se poursuivra. Ici, j'ai quand même présenté les quelques références, quelques calculs statistiques qui ont été réalisés donc par mon collègue pour en fait évaluer les modèles. Donc à gauche, on a donc la corrélation. La corrélation, le but, c'est d'être le plus proche de 1. Donc vous voyez ici une échelle qui va de 0 à 1 tout en haut. On a donc différents modèles, parce que je ne l'ai pas dit, mais il y a différents modèles qui ont été testés, évalués, des modèles régionaux, des modèles nationaux et européens. Et donc, on voit donc on voit pas ma souris, moi. Les modèles bruts, entre guillemets, donc, sont ceux du rouge au orange en partant vers la droite. Tous ces modèles donc, avaient une corrélation pas très bonne entre 0,3 et 0,5. Une fois les données de mesure intégrées, c'est ce qu'on appelle une assimilation dans le jargon des modélisateurs. On voit donc ici 2 assimilations en violet et vert foncé. La corrélation s'est largement améliorée puisqu'on passe à presque 0,8, voire presque 0,9. Et à droite, donc c'est un autre indicateur statistique qui est le biais moyen. Ici, le but, c'est plutôt d'être proche de 0. Donc, encore une fois, les modèles étaient, voilà, descendaient à -3 ou -4, alors que les 2 assimilations, entre autres l'assimilation 2, est très, très proche de 0. Donc on voit qu'il y a vraiment eu une amélioration des modèles avec l'intégration des données de mesure et également donc, elles étaient largement sous-estimées. Donc aujourd'hui,
on réduit la sous-estimation des concentrations d'ammoniac simulées par les modèles et cette amélioration va se poursuivre donc dans les mois et les années à venir. Alors, je vais reprendre la main pour vous présenter. Donc, pour revenir à ce que Meryl présentait dans la logique du projet, l'idée c'était de pouvoir développer des outils, de les tester sur le territoire pilote avec le groupe d'agriculteurs pour ensuite pouvoir les déployer plus largement en Bretagne et dans d'autres régions françaises, voire européennes. Donc là, je vais vous présenter quelques outils qu'on a développés ou évalués, testés avec les agriculteurs sur le territoire pilote avant de les déployer plus largement. Donc le premier outil, c'est un protocole qu'on appelait le protocole des cadres. Donc là, l'idée, c'était de... Donc on sait qu'il y a 3 grands types de matériel d'épandage. Donc en gros, les buses qui sont les plus émissifs, les pendillards en papatin qui sont moins émissifs que les buses, et puis les injecteurs à dents ou à disque qui sont les moins émissifs. L'idée, c'était de mieux comprendre et de mieux évaluer l'impact en fait du mode d'utilisation du matériel d'épandage sur son efficacité réelle pour réduire les émissions. Est-ce que le mode d'utilisation, le contexte de sol par exemple, peut faire qu'un matériel est moins efficace que prévu? Donc l'idée c'était de développer un protocole assez simple et peu coûteux à mettre en place pour pouvoir le diffuser assez largement. Donc on s'est basé sur un indicateur qui est le pourcentage de surface de sol recouverte par le lisier après l'épandage, comme indicateur du risque de volatilisation, en partant du principe que plus la surface de contact entre l'air et le lisier est importante, plus le risque de volatilisation est fort. Du coup, l'idée, c'est d'utiliser des cadres, donc des grands cadres séparés en 25 petits carrés de 10 cm sur 10 cm, et de noter dans chaque petit carré la surface de sol visible recouverte par le lisier après le passage de l'épandeur, avec 7 notes allant donc de 0 à 100%, on a 7 notes allant de 1 à 7. Et on recommence ces mesures-là. Donc on a dans le protocole, on mesure 40 cadres sur un chantier d'épandage, ce qui représente donc 1000 petits carrés, et en essayant de se placer toujours proche du passage de l'épandeur. Donc là, je vous présente le résultat des suivis de chantier réalisés avec ce protocole-là sur donc 63 chantiers d'épandage sur le territoire pilote, avec une diversité de types d'outils qui ont été suivis. Donc on voit d'abord que les résultats de notre indicateur du risque de volatilisation sont plutôt cohérents avec ce qu'on attendait. Donc on a bien les buses qui sont avec un risque plus fort de volatilisation. Ensuite, on a les pendillards, les rampes à patins et les injecteurs à disque prairie qui sont moins émissifs, qui ont un risque de volatilisation plus faible. Et on a en dernier donc les injecteurs à disque des chômeurs et les injecteurs à dents qui ont un risque encore plus faible. Et là, ce qui était intéressant de regarder, c'était la variabilité des notations qu'on a faites. Donc, par exemple, dans les chantiers qui ont été suivis pour le pendillard, on voit qu'il y a une grande variabilité des notes. Et donc, on allait regarder les pratiques d'épandage qui étaient liées à ces chantiers-là pour pouvoir expliquer cette variabilité. Donc là, je vous donne quelques exemples. Donc, pour les pendillards, les notes les plus hautes ont été observées pour des chantiers d'épandage où la rampe d'épandage était très élevée par rapport au sol. Donc, au lieu de déposer le lisier au sol avec une rampe qui traîne au sol, le lisier rebondissait en fait au sol et on avait une surface de contact plus grande avec l'air. Si on regarde pour les injecteurs à dents, là on voit qu'on a un chantier qui a une note très élevée. Là, c'était une mauvaise adéquation entre le besoin de puissance de l'outil et la puissance du tracteur. Donc un tracteur qui n'était pas assez puissant pour tracter l'outil et créer les sillons et pouvoir vraiment enfouir le lisier. Donc là, c'est un exemple, mais du coup, ça nous a permis de mettre en place des recommandations pour mieux accompagner les agriculteurs et les chauffeurs à utiliser le matériel d'épandage efficacement. Un autre outil, c'est un protocole, on a mis en place des plateformes épandage, ça je vous en ai parlé, en lien avec les questionnements du groupe d'agriculteurs. Donc l'idée, c'était de mieux comprendre l'impact, de voir si la réduction de la volatilisation par le matériel d'épandage avait un impact sur la performance des cultures derrière. Donc ici, c'est un résultat pour une plateforme d'épandage qui a été mise en place sur du colza fourragé. Donc vous voyez à droite le plan
de la plateforme, on a utilisé 3 matériels d'épandage différents, des injecteurs à dents en vert, un pendillard en jaune et une buse en orange. Donc on a réalisé plusieurs bandes d'épandage sur la même parcelle avec le même lisier, en répétant plusieurs fois l'épandage pour un même outil. Le jour de l'épandage, on a mesuré les concentrations d'ammoniac au-dessus des bandes avec des tubes dragères que vous voyez en haut. Donc plus le tube est coloré en bleu, plus la concentration d'ammoniac est élevée. Donc ça nous a permis de voir là que 30 minutes après l'épandage, on avait bien des concentrations plus élevées sur l'épandage qui a été fait à la buse, intermédiaires plus faibles sur l'épandage qui a été fait au pendillard et encore plus faibles pour l'épandage à l'injecteur. Donc ça nous a permis de confirmer qu'on réduisait la volatilisation avec les matériels d'épandage peu émissifs au moment de l'épandage. Et ensuite, au moment de la récolte, donc ici pour un colza fourragé, la récolte était autour de fin novembre. On a réalisé des échantillons de plantes qu'on a fait analyser en laboratoire pour avoir donc la biomasse produite par la plante et l'azote absorbé par la culture. Et donc on a vu à gauche en vert, on voit que la biomasse produite par la culture qui a été épandue au matériel d'épandage peu émissif a produit une meilleure biomasse. Donc on avait 1 tonne de matière sèche en plus pour le colza épandu avec un injecteur par rapport au colza épandu avec une buse. Et du côté de l'azote absorbé, on avait 50 kg d'azote absorbé en plus pour le colza qui a été épandu à l'injecteur par rapport à la buse. Donc ça, on a réalisé ce type de plateforme d'épandage sur plusieurs types de cultures. Ça permet surtout aux agriculteurs de s'approprier l'efficacité des matériels d'épandage, qu'il y ait des mesures qui soient faites dans leurs parcelles sur les cultures qu'ils cultivent. Donc ça permet une meilleure appropriation de ces leviers-là par les agriculteurs avec lesquels on a travaillé. Un autre outil qu'on a développé, c'est une application mobile qui s'appelle AgriVisionnaire, qui permet d'estimer la volatilisation pendant les chantiers, toujours pendant les chantiers d'épandage, en prenant en compte à la fois les pratiques d'épandage, mais aussi la météo, grâce à un indice de volatilisation qui a été développé par Airbus durant le projet ABA. Donc l'idée, c'était de pouvoir estimer la volatilisation pour un chantier d'épandage en prévision pour le jour même et les 2 jours à venir. Donc sur la capture d'écran qui est à gauche, vous voyez qu'on a, donc on ne voit pas très bien, mais en gros, le chiffre qui est présenté, c'est l'estimation de la perte d'azote ammoniacal en réalisant le chantier d'épandage aujourd'hui, demain ou après-demain. Et à droite, on a 2 indicateurs matériel et météo qui permettent de comprendre si cet azote perdu, c'est plutôt dû au matériel qui n'est pas assez performant ou à la météo qui est très volatilisante et de pouvoir adapter ces pratiques en fonction si possible. On a aussi une partie de l'outil qui est plus pour agir à moyen terme. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir enregistrer ces pratiques tout au long de la campagne d'épandage et d'accéder à des indicateurs personnalisés à la fin de la campagne d'épandage pour mettre en place des leviers plus sur l'année suivante ou les années à venir. Donc, j'ai mis 2 exemples d'indicateurs qui sont donnés par l'outil. En haut, c'est un indicateur économique. Donc, ça traduit la perte d'azote ammoniacal en euros, en fait, en convertissant si cet azote perdu, on devait le compenser en rachetant de l'engrais minéral, donc ici de l'ammonitrate, combien est-ce que ça coûterait à l'agriculteur? Et on a le potentiel émissif des effluents qui traduit la perte d'azote moyenne pour chaque effluent qui a été utilisé pendant la campagne d'épandage. Donc, combien j'ai perdu d'azote par rapport à l'azote que j'ai apporté pour chaque effluent. Donc ça permet de mieux comprendre où est-ce qu'il faut agir en priorité pour être efficace pour réduire ces pertes d'ammoniac. Donc l'ensemble de ces outils, ça nous a permis de construire une mallette d'outils pour les conseillers agricoles, pour accompagner au mieux les agriculteurs, avec des outils donc plus rapides et visuels à mettre en place comme les tubes dragères, l'outil AgriVisionnaire donc qui est un petit peu plus long mais qui est toujours très simple et rapide. On a la méthode DECAD qui est un peu plus chronophage mais un peu plus précise pour un chantier d'épandage donné. Et l'analyse de plantes en laboratoire qui est un peu plus coûteuse, donc qu'on va mettre en place peut-être moins souvent, mais qui va permettre d'aller un peu plus loin dans des cas précis, par exemple avec des groupes d'agriculteurs, des journées techniques précises. Donc ces 4 outils, ils ont été évalués dans ABA et ils sont bien cohérents entre eux. Là, c'est ce qu'on montre avec les couleurs jaune, vert et bleu. Donc toutes les estimations des 4 outils sont cohérentes entre eux. Et la diversité des différents outils permet aux conseillers de choisir l'outil le plus adapté à chaque situation pour sensibiliser et accompagner les agriculteurs qu'ils accompagnent.
Et on a aussi créé différentes formations. Donc une formation pour les agriculteurs, donc qui a pour objectif de se former aux enjeux et aux leviers de réduction de la volatilisation de l'ammoniac, euh, en allant plus en détail sur les leviers à l'épandage et de construire un plan d'action personnalisé à l'échec de l'exploitation. Une autre formation plutôt à destination des conseillers agricoles, donc pour se former aux outils que j'ai présentés euh, et pour mieux accompagner du coup les agriculteurs avec ces outils-là. Et une troisième formation, donc qui est plutôt une session travaux dirigés pour l'enseignement agricole, donc avec pour objectif de sensibiliser sur les enjeux, les leviers de réduction de la volatilisation de l'ammoniac, et en mettant un cas pratique, en utilisant le cas pratique de la ferme du lycée agricole, puisqu'on a plutôt proposé cette formation dans les lycées agricoles, donc pour des niveaux BTS ou terminal en utilisant l'outil agrivisionnaire sur la ferme du lycée. Alors pour finir notre présentation, je vais vous parler donc du partage de connaissances, de la communication qu'on a fait sur le projet et des perspectives de l'après-projet. Donc, tout au long, du projet, pendant les 4 ans, on a eu une communication active pour faire connaître le projet. On a organisé, plus d'une dizaine d'événements pour toucher différents publics, aussi bien, des séminaires internes déjà pour réunir, l'équipe qui travaillait sur le projet, mais également, des événements tels que notre événement du 3 décembre 2024 qui était un événement à destination des scientifiques et des collectivités. Nous avons aussi réalisé, plusieurs conférences de presse pour, faire connaître le projet à la presse, voilà, générale, mais également à la presse, spécialisée agricole. Et puis, des événements tels que, la présence au SPACE en 2023 et en 2024, entre autres pour présenter, Agrivisionnaire. On avait aussi, différents supports de communication que vous pourrez toujours, retrouver. Le site web dédié au projet, sur lequel vous pourrez trouver tous les supports du projet, aujourd'hui tous les rapports qui ont été aussi créés action par action. Un support pédagogique, sous forme de flyer, mais également disponible sur le site web en PDF, donc le lien entre agriculture et qualité de l'air, en faisant bien sûr le focus sur l'ammoniac. Et également une plaquette de présentation du projet. Nous avons aussi une newsletter que nous allons essayer de continuer à faire vivre avec les actions que nous allons poursuivre après le projet, donc toujours en collaborant donc entre Airbrace et la Chambre d'agriculture sur l'ammoniac. Et puis nous avons aussi réalisé donc plus d'une dizaine d'interventions dans des colloques scientifiques, des webinaires, donc pour partager les connaissances et les résultats du projet avec différents réseaux d'experts de l'agronomie et de la qualité de l'air. On avait aussi donc un objectif, comme je le disais, donc de transférer et de ne pas, garder les résultats du projet qu'à l'échelle de notre territoire pilote qui était tout au bout de la Bretagne. Le but, c'est de faire grandir le projet donc, par ce transfert d'outils vers d'autres territoires. Donc au niveau de la région, d'abord, on est aujourd'hui à juin 2025 pour être plus précis, à 45 actions de transfert donc déjà réalisées en Bretagne vers les agriculteurs et leurs conseillers, donc comme via les actions que vous a décrit Léna. Nous avons aussi déployé d'autres analyseurs d'ammoniac et voilà, le but c'était pas de continuer les mesures que sur le territoire pilote, mais de vraiment déployer nos analyseurs d'ammoniac sur toute la région, entre autres pour continuer donc les travaux sur la modélisation. Et puis nous avons aussi cherché à déployer les résultats du projet dans d'autres régions. Et actuellement, nous avons donc 5 régions qui déploient l'application Agrivisionnaire donc auprès de ces agriculteurs. Là, elle est tout juste opérationnelle depuis quelques jours sur donc les 5 régions qui ont monté des projets donc en binôme Chambre d'agriculture et ASCA au minimum, hein. Il y a des fois d'autres partenaires, donc en Normandie, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, Grand Est et Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, Abba se poursuit donc via différentes perspectives. Tout d'abord, je pense que la Chambre d'agriculture est très heureuse, je pense de le dire, qu'il y a une volonté du groupe pionnier d'agriculteurs d'éteindre ses engagements avec de nouvelles initiatives. Le groupe a bien fonctionné, ils s'entendent bien et ils ont envie de continuer à travailler ensemble et avec la Chambre d'agriculture.
Également, un nouveau groupe d'agriculteurs méthaniseurs engagés sur le territoire de Rennes Métropole, donc avec voilà, toutes les actions présentées par l'ENA qui vont se déployer aussi sur ce territoire. Scientifiquement, c'est également intéressant puisque ce sont des produits différents via les digestales méthaniseurs qui vont pouvoir être testés. Nous allons aussi poursuivre les travaux donc, à l'amélioration des inventaires des émissions, entre autres, déjà pour commencer donc, sur ce territoire de Rennes Métropole. La poursuite donc, de l'amélioration des modèles, elle va se faire, comme je vous le disais, en continu. Et puis, on a quand même une volonté de déploiement au national de notre outil agrivisionnaire, même si on est déjà très satisfait d'avoir convaincu donc 5 régions de l'utiliser. Et puis, le but, c'est que les actions de diffusion et de formation, elles soient intégrées au sein des actions de la Chambre d'agriculture. Pour nous aider, on a pendant encore plus d'un an le projet donc CREA, dont je vous ai rapidement parlé, qui a été financé, enfin qui est financé par l'ADEME via le programme Acacia. Et donc, il s'inscrit dans le sillage d'ABA et il nous permet de poursuivre nos actions et d'en développer des nouvelles. Donc, via un partenariat, donc toujours Airbrace et Chambre d'agriculture de Bretagne, mais également l'INRAE. Donc, je vous remercie pour votre attention. Nous n'en avons pas mis nos coordonnées à Léna et moi, mais il y a quand même l'adresse du projet et on pourra aussi vous communiquer nos mails dans le chat si vous avez besoin de communiquer plus précisément avec nous après le webinaire. Donc, avec plaisir pour accueillir vos questions. Merci. Et on laisse peut-être l'animation à Charlotte pour les questions. Oui, alors, je reprends un peu depuis le début. On a une question, Meryl, sur l'origine des nitrates et des sulfates dans la formation des particules secondaires de nitrate d'ammonium. Oui. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a donc l'ammoniac qui est donc principalement émis par l'agriculture, donc c'est un gaz qui va se former dans l'atmosphère. On a d'autres gaz, d'autres polluants, entre autres les dioxydes d'azote émis par le trafic routier, quasiment à 100%, qui va également être émis. Ces deux gaz, ils vont réagir ensemble et ils vont, en se combinant, en fait, se grossir et former des particules qui seront du coup, elles, le nitrate d'ammonium. Le troisième précurseur qui peut former du sulfate d'ammonium, c'est les dioxydes de soufre, qui là sont plutôt émis par le secteur industriel. En Bretagne, du coup, on n'est quand même plus trop sujet, c'est même plus du tout une problématique, le dioxyde de soufre. Dans d'autres régions, ça peut encore l'être, les régions qui ont plus d'industrie que la nôtre. Et donc là, de la même façon, le gaz, donc dioxyde de soufre, va réagir avec l'ammoniac et former des particules qu'on appelle du sulfate d'ammonium. Voilà, je ne sais pas si ça était plus clair. Je pense que tu as répondu à la question. Alors, je vois que Colin Grill et Jean-Marc Leroux ont levé la main. Je vous invite à poser vos questions par écrit parce que on est presque 80, donc c'est pas forcément possible aujourd'hui, malheureusement, de vous donner la parole. Ensuite, il y a deux questions sur les méthodes d'analyse. Donc, il y en a une qui porte sur la méthode de dosage des concentrations d'ammoniac et avec la question complémentaire, avez-vous fait des mesures avec calcul de flux de kilos d'azote par hectare perdu sur une période de mesure? Et il y a une autre question sur la méthode, qui est la méthode utilisée pour définir les sources particules PM10. Alors, la première question là sur l'histoire du flux, on n'a pas fait ça, mais enfin, Léna, enfin, je me demande s'il n'y a pas. Est-ce que tu peux redire la partie sur l'histoire avec le flux? Parce que j'ai été un peu longue. Avez-vous fait des mesures avec calcul de flux d'azote perdu sur une période de mesure, donc en kilos d'azote par hectare? Moi, ça me fait penser à du tube, ça, mais Nous, on n'a pas fait ça. On avait des analyseurs en continu qui s'appellent, la marque c'est Picaro. C'est des analyseurs qui prélèvent, voilà, on a ce qu'on appelle une tête de prélèvement. L'air est prélevé à l'aide d'une pompe et ensuite, c'est vraiment une analyse qui se fait au sein de cette petite machine hein, qui ressemble à un cube, mais
c'est assez technique. Je vais peut-être pas rentrer dans les détails. D'ailleurs, je les aurai pas tous, les détails. Et ça, on a une information en microgrammes par mètre cube avec des données quart horaire sur donc données au quart d'heure sur les concentrations d'ammoniac qu'on mesure. On n'a pas fait de mesure de flux. Non. Et après, c'était comment on est arrivé à remonter aux sources. C'était ça. C'était ça, Les exactement, particules. les particules, la caractérisation des particules. Oui. Alors, sur la caractérisation des particules, en fait, on récupère, donc comme je le disais, l'analyse, enfin, on envoie les filtres, on a en fait, récupère nos particules sur des petits filtres ronds. Ensuite, ces filtres, ils sont envoyés à un laboratoire. Entre autres, nous, on a fait un partenariat avec l'IGE, donc l'Institut des géosciences de l'environnement, qui est à Grenoble et qui, via des analyses par spectrométrie de masse, etc., là encore, c'est quand même assez technique et je vais peut-être pas rentrer dans le détail, nous permet d'avoir une information donc, sur la composition chimique. Par composition chimique, on parle des ions, des cations, etc. Enfin voilà vraiment la chimie de base. Par exemple, pour les embruns marins, je commence assez simplement, on sait que dans les sels de mer, on a beaucoup de chlore, beaucoup de sodium. Donc après, à l'aide d'informations sur issues de la bibliographie, en fait, nous, on a des facteurs multiplicateurs où voilà, on sait que pour reconstituer une information sur les sels de mer, on va multiplier par un certain facteur nos concentrations en sodium, en chlore, et ça nous permettra en fait d'avoir une information sel de mer. Pour le nitrate d'ammonium, par exemple, c'est pareil. À partir de l'information nitrate et ammonium, on a des facteurs qui nous permettent de combiner nitrate et ammonium et de faire la famille nitrate d'ammonium. De cette façon, on a une information non plus par ion par anion cation, mais par famille et source. Merci. On va passer à des questions qui portent sur les épandages. Donc plutôt pour Léna. La première, c'est pas vraiment une question, c'était plus une remarque sur la répartition par type de matériel d'épandage. C'était une remarque qui soulignait que les chiffres sur lesquels on a travaillé concernent les CUMA et les ETA, et donc de facto ne concernent pas les épandages qui sont réalisés par les agriculteurs eux-mêmes. Donc effectivement, si on prenait en compte les matériels en propre, ça changerait les répartitions. Mais du coup, Léna, est-ce qu'on a une idée en fait de la proportion des lisiers fumiers enfin surtout des lisiers là, qui sont épandus par du matériel en propre et par du matériel collectif, soit ETA, soit CUMA? Non, on n'avait pas d'une idée précise à l'échelle de la région Bretagne de cette partie-là. Donc, on a démarré des enquêtes aussi, mais on a été moins efficace que pour les ETA Cuma. C'est pour ça que j'ai pas présenté les résultats. Ils sont trop partiels pour l'instant pour la région. Donc, on va poursuivre ce travail d'enquête plutôt justement pour les épandages en propre, en effet, pour pouvoir compléter ces informations-là qui sont partielles pour l'instant, même si Tout on à sait fait. qu'il y a une bonne partie, alors je dirais peut-être une majorité des épandages qui se font via Cuma ETA quand même, quoi. Effectivement, c'est partie des choses sur lesquelles on doit continuer à travailler. Donc, ensuite, il y a une question sur les essais de 2023 sur orge. Y a-t-il, en fait, quel est le différentiel d'azote absorbé? Quel est le différentiel de rendement? Enfin, l'impact économique, est-ce qu'il a pu être chiffré un petit peu de façon plus précise s'agissant de la plateforme Orge? Oui, alors c'est la plateforme d'être colza fourragé. Je ne sais pas s'il y avait une faute dans mon Non, celle-ci. Non, c'est je là. crois pas. Je lis la question Ah telle oui, c'est que quelle. c'était sur l'épandage a été fait sur des repousses d'orge qui étaient en couvert intermédiaire. Mais du coup, c'était pour les résultats. La culture, c'est du colza fourragé. Mais en termes de chiffrage économique, on n'est pas allé à ce niveau-là dans le projet ABBA, mais c'est un des objectifs justement du projet CREA pour permettre d'aller plus loin et de valoriser ce qui a été produit dans ABBA, de compiler un peu toutes ces données-là et d'aller vers du chiffrage économique, donc coût de mise en place des pratiques peu émissives et aussi en prenant en compte le gain d'azote qui peut permettre de faire des économies d'engrais minéraux derrière. Donc ça, c'est un des objectifs du projet CREA financé par l'ADEME.
Donc, de raisonner en termes de marge et pas uniquement en termes de rendement. Autre question sur les épandages. Est-ce qu'on a regardé l'effet de la végétation sur les réductions d'ammoniac? Est-ce qu'il faut une hauteur minimale en fait de végétation ou de densité de végétation, une densité minimale de végétation pour avoir un effet sur la réduction des émissions à l'épandage? Alors ça, nous, on n'a pas du tout travaillé dessus dans le cadre du projet, mais c'est quelque chose qu'on pourrait, voilà, dans la poursuite des travaux qu'on pourrait prendre, qu'on pourrait étudier notamment pour les suivis des cadres, ou alors qu'on pourrait intégrer comme impact supplémentaire dans Agrivisionnaire. En tout cas, dans la bibliographie, on sait que ça a un impact, mais j'ai pas voilà, de précision plus fine là, sur la hauteur minimale, etc. En tout cas, on sait que vu que ça protège enfin, ça réduit le contact entre l'air et l'effluent, ça réduit quand même la volatilisation. Mais j'ai pas de chiffres plus précis parce qu'on l'a pas étudié plus en détail dans le projet. Du coup, bah, j'ai lu de la question qui vient de tomber d'Arthur Vanier de la Copper, là, parce que c'est aussi une question qui concerne l'efficacité de l'azote et la volatilisation sur couvert végétal avant maïs, hein. Donc, effectivement, ça, c'est des choses qui n'ont pas été regardées dans ce projet-là Mm. spécifiquement. Je passe à des questions sur les formations, hein. Deux questions sur les formations qui ont été conçues. Est-ce que ces formations, elles ont été testées auprès de classes ou auprès de conseillers ou auprès d'agriculteurs? Oui, alors pour les formations enseignement agricole, on a déjà donc fait des sessions auprès de 3 lycées en Bretagne, donc le lycée du Gros Chêne à Pontivy, le lycée Pommery-Jody dans les Côtes-d'Armor et le lycée Les Landes de la Rencontre en Ille-et-Vilaine. Donc on a alors, je vois durée des formations en même temps. Du coup, donc pour les BTS, la session, elle est plutôt de 3 heures, 3 heures et demie puisqu'on a un cas pratique qui est plus complexe avec le cahier d'épandage du lycée. Et pour le niveau plutôt terminal bac pro, c'est une session de 2 heures qui est un peu plus simple sur la partie cas pratique. Pour les conseillers agricoles, on a testé aussi la formation auprès de nos collègues de Chambre d'agriculture et on va poursuivre. Et on voudrait aussi intégrer des conseillers agricoles d'autres structures que la Chambre. Et pour les agriculteurs, on a testé pour l'instant des morceaux de la formation en les intégrant à d'autres formations. Par exemple, une formation sur les digestats où on intègre une partie volatilisation de l'ammoniac. On ne l'a pas encore faite en entier, mais voilà, c'est aussi un des objectifs de Créa, de pouvoir continuer à la tester et à l'améliorer au fur et à mesure. Mais en tout cas, elle est bien intégrée au catalogue des formations de la Chambre d'agriculture disponible pour les agriculteurs. Toujours sur cette question, une question donc de Guillaume Leclerc du campus Agronova. Est-ce qu'on pourrait envisager de faire ce type de formation en visioconférence? Compte tenu Euh, de la façon dont vous la dispensez, est-ce que c'est compatible avec du distanciel? Alors la partie théorique, oui. Après, on a quand même une partie pratique où on essaye d'aller alors au maximum sur un épandage réel pour tester les outils, les cadres, etc. Donc pour vraiment s'approprier les outils. On a aussi simulé des épandages fictifs pour quand même tester la méthode des cadres parce que c'est pas toujours facile de se caler sur un épandage réel. Donc la partie pratique, peut-être qu'elle serait moins facile à voilà, ça serait moins facile de s'approprier les outils en visioconférence quand même. Mais bon, pour la partie théorique, c'est tout à fait envisageable. Ouais. Toujours sur ces questions de formation, est-ce qu'on y aborde les aides financières, les différents guichets qui sont disponibles pour faire des investissements pour réduire les émissions d'ammoniac en agriculture? Eh ben, j'avais pas encore intégré, mais ça pourrait être fait une prochaine fois. Pas de problème. Ok. Autre sujet que les formations, la question en fait de la dissémination de la dynamique en Bretagne. On a bien vu que sans le groupe pionnier, on n'aurait rien fait. Où est-ce qu'on en est par rapport à ça dans le reste de la région et plus généralement, quel levier on pourrait actionner pour généraliser, massifier ces pratiques à davantage d'agriculteurs?
Pour le moment, on a donc le groupe d'agriculteurs, donc un deuxième groupe d'agriculteurs qui s'est formé, comme l'avait présenté Meryl, sur le territoire de Rennes Métropole, où on a un projet avec des financements du plan de protection de l'atmosphère de Rennes Métropole, qui nous ont permis de monter des actions donc avec un autre partenariat, donc toujours avec Airbrest, la Chambre d'agriculture, mais aussi la Fédération des CUMA et l'association AILE, où on réplique, on va dire, des actions de ABBA pendant 3 ans sur ce territoire-là. Et ensuite, une autre manière de massifier, c'est de proposer ces actions-là auprès de groupes déjà existants, auprès de nos collègues chambres d'agriculture qui ont déjà des groupes, alors soit des groupes culture qui veulent travailler sur les épandages, l'efficacité de la fertilisation, des choses comme ça, soit auprès de groupes plutôt élevage, donc ça peut s'appliquer voilà, à différents groupes thématiques qui existent déjà aussi. C'est ce qu'on essaye de viser aujourd'hui. Ou pardon, j'avais coupé mon micro. Tant qu'on en est là, il y a aussi des demandes Alors, pardon, je reviens en arrière. Il y a Sophie Génermont de l'INRAE qui nous a mis un lien dans la conversation sur l'effet de la hauteur du couvert végétal. Donc, par rapport aux questions qui étaient posées tout à l'heure, merci Sophie. Vous Merci. pouvez suivre le lien qui envoie vers une synthèse. Euh, euh, alors, il y a plusieurs chambres d'agriculture qui se disent, combien ça coûte les tubes Dräger? Et allons plus loin, est-ce qu'on ne pourrait pas, au niveau du réseau des chambres d'agriculture, acheter des tubes Dräger tous ensemble pour diffuser ça sur d'autres régions? Alors, Noémie, qui est l'animatrice du réseau national R des chambres d'agriculture, elle est partie, elle était là tout à l'heure, elle est partie, donc on lui soufflera l'idée à une autre occasion. Et donc, du coup, Léna, Meryl, combien ça coûte ces tubes Dräger? Alors, il me semble que la pompe, c'est plusieurs centaines d'euros. J'ai plus le chiffre exact en tête. La pompe, ça doit être dans les 500 à 700 euros. Je pourrais transmettre des chiffres plus précis. Et les tubes, c'est plutôt autour de 70 euros le tube. J'ai peur de dire des bêtises s'il y a d'autres personnes qui ont les infos plus précises, mais c'est dans ces ordres de grandeur-là en tout cas. Merci. Et donc, est-ce qu'on peut parler un peu plus de Créa? Quel détail Alors là, l'objectif du jour, c'était de faire le bilan d'ABBA, mais est-ce que rapidement, l'une ou l'autre, vous pouvez nous présenter le projet Créa qui arrive, enfin qui a démarré, pardon. Oui. Bah, je commence un peu sur les actions Airbrace et puis tu reprends la main sur les actions champ, ça te va? Oui. Sur les actions Airbrace, bah, on est beaucoup dans on a la continuité des actions inventaire modélisation, comme je vous disais, mais on a du supplément avec, par exemple, là, au niveau modélisation, on va voir ce qui est possible via notre partenaire avec l'INRAE, et plus précisément Chris Fléchard, qui est un chercheur sur Rennes de l'INRAE, qui a effectué beaucoup de mesures d'ammoniac en Bretagne depuis bien une vingtaine d'années, voir de quelle manière ces mesures pourraient être comparées à nos sorties de modèles, puisque, il y a un gros jeu de données, donc voir si elles sont comparables. Voilà, tout dépend aussi de la résolution, si c'est des mesures fines ou des mesures à la semaine, enfin, tout n'est pas utilisable pour la modélisation, mais il va y avoir ce type de travail qui va être fait. Avec ce partenariat avec l'INRAE, on a aussi, au niveau du réseau de mesure, décidé de faire des campagnes d'intercomparaison de matériel, de mesure d'ammoniac. Au niveau de notre station de Kerghoff, on a fait une campagne déjà pour comparer donc deux types de matériel. Les analyseurs que nous on a achetés, qui sont donc les analyseurs Picaro, et un autre type d'analyseur donc détenu par Chris Fléchard. Et on va remettre en place une autre campagne durant ce printemps-là au niveau de notre station de Mordel. Donc on a une influence un petit peu différente, c'est une station périurbaine à côté de Rennes. Et donc faire une autre campagne d'intercomparaison, puisqu'en fait ces campagnes, elles sont aussi nécessaires pour s'assurer, lorsqu'on mesure des concentrations d'ammoniac, qu'on a des mesures fiables et précises et qu'on peut s'appuyer dessus, qu'on peut aussi les comparer, les unes entre elles, puisque si c'est pas les mêmes types d'analyseurs. Voilà, donc c'est vraiment, amélioration de connaissances un petit peu plus, axée recherche, mais qui va nous permettre de nous rassurer, enfin, et de nous confirmer qu'on a, des mesures, qui sont fiables. Alors,
pendant ce temps-là, hein, donc les tubes de rigueur, on a du coup des infos qui sont pas forcément toutes les mêmes. Alors, je vous invite à regarder dans la conversation, hein. Il y a Paul Robin de l'INRAE, Nadine Guingamp de DIFIP, Xavier Verge d'IDEL et Blandine Messier-Poche de la Chambre d'agriculture de l'Isère, hein, qui nous donnent les uns et les autres leur coût. Alors, tu t'es pas trop planté quand même. Les tubes sont peut-être un petit peu moins chers que ce que Ouais. tu avais dit, mais sur le prix de la pompe, tu t'es pas trop planté. Tu t'es pas trop planté. Euh, alors, il y a quand même des demandes du coup de précision sur la répartition des équipements chez les agriculteurs, chez les ETA et les CUMA, hein. On en revient toujours à ces questions-là auxquelles on est bien d'accord que tout le monde aimerait bien répondre de façon plus précise. Il y a donc effectivement, enfin, ça fait partie des sujets sur lesquels les données disponibles sont pas toujours la qualité des données disponibles sont pas toujours satisfaisantes, hein. Toutefois, Jean-Marc Leroux, qui représente les ETA de Bretagne, hein, nous confirme qu'il y a seulement 4% de buses et 40% d'enfouisseurs aujourd'hui dans le parc matériel des ETA bretonnes. Euh, et du coup, l'autre question, c'est quels moyens on pourrait envisager pour que les acquisitions de nouveaux épandeurs s'orientent vers ces équipements qui sont plus performants, de la réglementation ou des subventions ou autre chose. Autre chose. Bah, là, nous, les actions, enfin, la logique qu'on met en place, c'est plutôt de faire justement de la sensibilisation et de l'accompagnement. Donc la sensibilisation sur la thématique ammoniac et sur l'enjeu à réduire les émissions d'ammoniac pour les agriculteurs, d'accompagner l'ensemble des réalisateurs d'épandage sur l'utilisation aussi, la meilleure utilisation possible de ces matériels. Et après, oui, les aides à l'investissement, ça paraît quand même être un levier, un enjeu important pour permettre d'acheter ces matériels qui sont quand même très coûteux. Donc l'achat en commun en CUMA, par exemple, ça permet de faciliter donc en se répartissant les coûts. Mais oui, je pense que l'aide à l'investissement, c'est quelque chose qu'on a quand même mis en avant dans le projet pour aider à acquérir ces matériels-là. Alors, toujours sur cette histoire de matériel d'épandage, hein, il y a la FNQMA, hein, qui précise qu'il y a une étude du parc national qui a été faite pour le compte des ministères en charge de l'agriculture et de l'environnement afin d'améliorer les inventaires du CITEPA. Et donc, effectivement, ça fait partie des choses qui nous intéressent dans le projet CREA Oui, j'ai aujourd'hui. oublié de le dire. Merci, Charlotte. Voilà, d'améliorer en fait la qualité de l'inventaire régional, là nous pour le coup, mais aussi cette action elle est menée en collaboration avec le CITEPA de manière à ce que ce sur quoi on avance en Bretagne puisse profiter à l'amélioration de la qualité de la donnée sur l'ensemble de la France. Dernière question, enfin peut-être pas, hein, nouvelle question. Avez-vous pu vérifier l'effet du matériel d'épandage sur d'autres paramètres comme la structure du sol, pas que sur l'ammoniac, en lien avec les préconisations d'utilisation? Alors, on a pris des informations lors de nos suivis de chantier sur l'état du sol, mais on les a pas encore bien valorisées. Mais ça a aussi été une question qui a été remontée par les agriculteurs du groupe de Rennes Métropole, plutôt dans l'autre sens d'ailleurs, sur est-ce qu'on peut utiliser tous les types de matériel d'épandage sur tous les types de sols? Donc c'est une question qu'on voulait plutôt aborder justement dans le cadre du groupe de Rennes Métropole, là, dans les futurs mois à venir, quoi. Donc on n'a pas encore bien valorisé les informations qu'on a récupérées. Donc déjà valoriser ce qu'on a noté lors des suivis qui ont déjà été réalisés, et puis peut-être faire de nouveaux suivis vraiment en choisissant des types de sols différents et en essayant de voir des impacts qu'on n'a pas encore mis en avant. Alors, je crois qu'on a fait le tour des questions. Alors sur les tubes Draeger, hein, vous avez pas mal de choses qui sont arrivées, hein, dans la conversation et dans le question-réponse. Donc,
vous invite les uns et les autres à regarder, et notamment Nadine, qu'on remercie, qui nous a même mis des liens, et qui dit aussi que la pompe, elle est assez on peut la garder très longtemps et qu'on peut faire d'autres types de mesures de gaz avec. Donc, c'est un investissement qui qui peut être raisonné au-delà de ça. Il y a Jean-Marc Leroux de la Rétard là, qui dit et pourquoi pas des aides au volume épandu, hein, ce qui serait une aide à l'usage et non pas à l'investissement des matériels peu émissifs, et ce qui permettrait en plus d'avoir de la remontée de données hein, sur la réalité des épandages. Question complémentaire, avez-vous des données sur la volatilité du nitrate d'ammonium? Je lis la question telle qu'elle est écrite, et sur les distances parcourues par le nitrate d'ammonium. La première partie de la question, la volatilité, là, Je pense Alors, que c'est les distances parcourues, hein, oui, bon, finalement. en fait, une fois que le nitrate d'ammonium il est formé, ça sera de l'ordre de quelques jours sa durée de vie dans l'atmosphère. Donc, en fait, après, le nitrate d'ammonium peut être déplacé avec les masses d'air qui bougent. Et donc, c'est pour ça que je mentionnais qu'il pouvait y avoir l'apport de nitrate d'ammonium d'autres régions. Donc, on peut aussi bien avoir du nitrate d'ammonium local, on va dire, et du nitrate d'ammonium qui nous vient, bah, voilà, quand on a des flux de vent du nord-est, et ben, des régions avoisinantes, donc le nord de la France, le nord-ouest de la France. On est sur 4-5 jours, on va dire. Alors là, je pense vraiment que j'ai fait le tour de ce qu'il y avait dans les deux onglets, conversation et questions-réponses. On avait un peu dans les deux. Il y a quand même une question préalable habituelle. Allez-vous transmettre la présentation du projet? Donc, je vous remets le lien dans la conversation vers la page du site internet sur lequel il y a tous les résultats du projet. On a mis à disposition il y a quelques jours une synthèse dont est issue une grande partie des présentations que vous avez faites aujourd'hui, hein. Et puis, sur cette même page, vous avez les résultats par action, les résultats détaillés, les rapports détaillés hein, par action. Qu'est-ce qu'on peut rajouter là sur le Meryl et Léna, sur la diffusion des résultats? Et ben, ce webinaire est enregistré, donc il sera mis dans les prochains jours sur le site web également. Mais comme l'a dit Charlotte, en fait, là, notre support, il est issu de la synthèse de vulgarisation. Donc, en fait, vous retrouverez vraiment l'essentiel de ce qui a été présenté dans la synthèse de vulgarisation disponible en PDF sur le site web. Donc oui, c'était complet. Il y a Voilà. Solène qui nous partage une synthèse ouais, sur les émissions d'ammoniac des élevages porcins au bâtiment stockage et épandage qu'on a réalisé avec plusieurs collègues. Et puis, on peut vous remettre nos mails. J'écris le mien tout de suite, puisqu'il n'y a que le mail du projet que j'essaye de contrôler régulièrement, mais aussi nos mails perso, si vous avez besoin d'échanger avec nous. Je recheck hein, pour être sûr Tu regardes si on qu'on n'a rien a oublié. oublié personne parce que c'est pas. Mais je pense que, enfin, si quelqu'un a encore une question, on- ah, on arrive aux remerciements et aux félicitations. Donc, Et ben, Merci merci à à tous. tous alors ouais, pour votre présence. Et puis avec plaisir pour échanger avec vous si besoin sur le On reste sujet. disponible, tout à fait. bonne journée, Et Bonne bonne fin de journée journée à à tous. tous. à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir. Merci, Bonne bonne journée à journée, vous. à bientôt. Bientôt.